de pays extra. Bien sûr, allez-y. 2 belles barquettes, 5 euros. Allez, c'est la musique du marché de La Rochelle, le refrain d'Alain, le vendeur de fraises. Il le chante depuis des années et c'est avec cette bande-son que nous débutons cette émission spéciale sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes, vous le savez, au beau milieu des élections législatives. Le second tour, c'est dimanche et la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Pendant 1 heure, je serai accompagné d'Éric Morgan de France Bleu La Rochelle. Bonjour Eric, vous êtes aussi dans les allées du marché. Ensemble, nous allons les sillonner à la rencontre de vendeurs, de consommateurs, de producteurs. Nous croiserons des retraités, des étudiants, des conseillers en immobilier parce que le coût du logement augmente aussi. Avec un économiste également pour savoir jusqu'où les prix vont monter. Et promis, vous aurez aussi des conseils pour faire des économies. Alors, je vais me diriger vers Alain. Ça y est, il a arrêté de chanter, il est là pour nous. Vous avez commencé dans les années 70 ici au marché de La Rochelle avec vos parents. On va dire que vous avez un peu d'expérience. Un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Comment vous appréhendez cette période d'inflation ? Assez difficile. Assez difficile dans la mesure où si on veut vraiment faire des produits français, le prix va être cher. Alors qu'est-ce qui augmente chez vous ? C'est la matière première, c'est les fraises, elles viennent d'où ? Alors ça vient du Périgord, ça vient de Vers exactement. Et c'est de la Mara des Bois. Je trouve, par rapport à l'année dernière, elle a même baissé un peu. Parce qu'on est à 2 pour 5. Alors que l'année dernière, on devait être à 2 pour 6. Donc là, parce qu'on a eu une bonne récolte de fraises ? Oui, mais c'était surtout dans d'autres variétés, la Cléry, tout ça, qui sont des fraises de moins... allez, je dirais pas moins bonnes, mais qui valent beaucoup moins cher. Est-ce que le transport vous pose un souci au niveau des coûts ? Moi, oui, mais je comprends pas tous les produits espagnols. Ils viennent quand même. Ils viennent pas à pied, donc, et ils sont beaucoup moins chers que les produits français. Qu'est-ce qu'ils vous disent les clients en ce moment sur le marché ? Est-ce qu'ils parlent de ça justement, de la hausse des prix ? Oui, parce que si vous voulez, si on veut vraiment manger du bon, il faut quand même mettre un certain budget, quoi. Merci beaucoup Alain, je vous laisse continuer c'est gentil, vos ventes. C'est moi qui vous remercie. On va faire un petit point sur l'historique quand même, parce qu'on est dans ce très beau marché de La Rochelle. Il existe depuis le 19e siècle. Il a été construit dans les années 1830 précisément, avec ses briques, avec le fer forgé, avec le verre. Il est quand même très beau. Il est situé en plein cœur historique, entouré des maisons à colombage. On les voit autour de moi. Il est ouvert tous les jours de l'année, ça aussi c'est particulier. Et il s'agrandit les mercredis et les samedis dans les rues avoisinantes. C'est ce qu'on appelle les jours de grand marché. C'est un lieu de visite incontournable pour les touristes et bien sûr aussi pour les habitués. À l'année, sachez-le, il y a 80 commerçants avec par exemple des poissonniers. Il y a toute une allée à l'intérieur des halles. On ira voir ça tout à l'heure avec Eric de France Bleu La Rochelle. Et nous allons faire d'abord une étape devant un stand de boulangerie. Ça donne évidemment envie, c'est un plaisir très français parce que nous consommons une baguette tous les 2 jours. Alors je suis avec Nicolas Chons de la boulangerie M. Vous, la baguette, elle est à combien ? Alors chez nous, elle est à 1,10 €. Alors elle a augmenté, comment ça a augmenté ? Alors nous, on a fait une augmentation de nos tarifs au mois de novembre dernier. Donc voilà, en gros, on était à 1 € la baguette tradition et on est passé à 1,10 €. Voilà. Donc ça fait 10% d'augmentation. 10% d'augmentation. Qu'est-ce qu'ils ont dit les consommateurs ? Dans l'ensemble, la majorité de nos clients a compris l'augmentation. C'est vrai que on était quand même sur une tranche de tarif qui était relativement raisonnable compte tenu des prix du secteur. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher ? Est-ce que c'est le blé notamment ? On sait que le cours du blé a explosé. J'ai fait un petit point sur les prix de nos matières premières. En 1 an, on a pris 20% sur la farine de tradition française, qui est la principale de nos matières premières. On a pris quasiment 13% sur le beurre aussi. Voilà. D'après l'INSEE, je rappelle que le prix d'une baguette classique, c'était environ 90 centimes l'an dernier. Maintenant, c'est presque 1,20 €. Donc ça fait une sacrée augmentation. Merci beaucoup Nicolas. Je vais me diriger vers un autre Nicolas et il s'appelle Nicolas Bonpain. Ça ne s'invente pas pour un boulanger. Vous êtes également pâtissier, vous avez un magasin à Tadon, c'est un quartier de La Rochelle. Vous êtes aussi un des petits derniers sur le marché parce que vous avez un banc à l'intérieur des halles. On va voir des images de la pâtisserie. Alors pour vous, quelle est la hausse la plus importante ? Les œufs notamment. Les œufs, le beurre. Les œufs ont pris quand même 30% en 1 an, le beurre 17%, mine de rien la farine une vingtaine de pourcents. C'est un effet global.
Il y a vraiment quasiment toutes les matières premières ont pris. Certaines matières premières n'ont pas trop bougé parce que c'est des stocks longs comme la vanille ou la pistache. Mais les matières courantes qu'on utilise au quotidien, c'est vraiment très très important. Et mine de rien, dans mon cas personnel, on passe 100 kg de beurre par semaine, 1000 œufs par semaine. Et à l'année, ça revient quand même à une sacrée augmentation. Et vous avez dû augmenter les tarifs du coup? Tout à fait, oui. Tout à fait. Quasiment toute ma gamme de pâtisserie augmentée, mes pains, mes croissants. Parce que on est obligé de répercuter forcément. Au bout d'un moment, lorsque la hausse perdure, on est obligé de répercuter le prix. Est-ce qu'il y a des pâtisseries qui ne valent plus le coup d'être produites? Non, globalement non. Mais c'est vrai qu'il y a des pâtisseries où on fait moins de marge, effectivement. Lesquelles par exemple? Tout ce qui est au chocolat, les matières premières qui sont chères, la vanille, la pistache, certains alcools. Mais voilà, les entremets, entremets chocolat par exemple, entremets pistache. Les gâteaux à crème au beurre, c'est un petit peu plus traditionnel, mais avec la hausse du prix du beurre, ça devient moins rentable de les produire. Est-ce que vous pouvez changer vos méthodes d'achat, par exemple, acheter en plus gros, par exemple? Dans une d'une façon limitée, puisque en fait, en tant qu'artisan, on n'est pas des grands groupes, on n'a pas de centrale d'achat comme la grande distribution. Donc forcément, nos marges de manœuvre sont beaucoup plus resserrées. Merci beaucoup Nicolas. Et nous allons à l'autre bout du marché central pour retrouver Éric Morgan de France Bleu La Rochelle, la radio et la télé main dans la main. Ça fait du bien. Éric, vous êtes derrière les halles où se trouvent des petits producteurs. Ravi d'être avec vous, Florent Loiseau. Alors moi je suis rue de la Forme, exactement derrière le marché central de La Rochelle, avec Jean-Christophe Belot qui va nous accompagner. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes maraîcher à Chaillé-les-Marais. Oui, en Vendée, vous êtes voisin à la Charente-Maritime, l'enseigne c'est les légumes du Marais. Vous entendez tout ce qui se dit depuis le début de cette émission. Ici aussi, alors les fruits et les légumes ont augmenté, c'est votre constat? Oui, les coûts de la vie, les engrais, tout a augmenté. Donc tous les coûts de production aussi, la main d'œuvre. Voilà. Alors lesquels, si on doit donner des exemples, fruits et légumes ont le plus augmenté là, sur la période? Plus les fraises, un peu les tomates, parce que ça commence juste. Un peu tout en général, globalement. Ouais. Il y a vraiment, franchement, des conséquences sur les ventes. Elles sont en baisse, ces ventes? Un petit peu, c'est vrai que le mois de juin est un petit peu en baisse par rapport aux autres années. Après, avec le beau temps, on espère que les gens vont arriver. Quoi. Ouais. Alors, il y a plusieurs problématiques à mettre en avant. Celle des kilomètres, notamment, ça pèse dans la balance, c'est le cas de le dire. Ouais, il y a des déplacements à effectuer. Voilà, vu l'augmentation aussi du gasoil, c'est vrai que ça pèse un petit peu. Le plein, on ne peut pas faire le plein du camion en entier à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. La sécheresse qui vous impacte? Oui, ouais. Oui, c'est vrai que cette année, c'est particulièrement sec. On a eu un hiver sec, donc c'est vrai que les réserves sont assez moindres. Et donc c'est toujours compliqué. On n'a pas tous nos volumes cette année. Ouais, on sait que la période météo est particulière en ce moment là en Nouvelle-Aquitaine. Ça chauffe grave, on prévoit là, dans les prochains jours jusqu'à 41 degrés parfois à l'ombre. C'est énorme et là il faut s'adapter aussi. Ah oui, c'est sûr. On travaille plus tôt le matin et on laisse l'après-midi, on reste à l'ombre. Ouais. Et la facture d'eau donc qui augmente avec ce contexte actuel? Oui, c'est surtout les volumes qu'on n'a pas, les volumes d'eau. Ouais. Parce qu'on est restreint à un volume, certains volumes, mais cette année c'est compliqué. Faut que tout le monde en ait, c'est ça le problème. Vous êtes associé, je crois, oui c'est ça, à deux associés, pardon. Il y a 4 salariés en CDI, 4 saisonniers. Est-ce que cette crise va avoir des conséquences en termes d'emploi selon vous? C'est vrai que cette année c'était compliqué de recruter. On ne sait pas pourquoi par rapport aux autres années. Déjà l'année dernière c'était un peu compliqué aussi. On avait du mal à recruter. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Allez, positive attitude rapidement avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes quand même abordables là en ce moment, les conseils du maraîcher pour terminer? Oui, en ce moment on peut commencer la ratatouille avec courgettes, tomates, poivrons, aubergines. Ça commence. Il y a encore des fraises un petit peu. Les haricots verts aussi commencent. Voilà, il y a un peu tout ça
Bon, faut venir sur le marché de La Rochelle, rencontrer les maraîchers comme Jean-Christophe Belot qui nous accompagnait, maraîcher à Chaillé-les-Marais. Merci beaucoup et à très bientôt. On poursuit voilà, nos aventures sur cette rue de la Forme à l'arrière du marché central de La Rochelle avec notre invité que nous allons retrouver maintenant ici même. Il s'appelle Julien Donon. Il est là, pardon. Ce sont les risques du direct. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Donon, apiculteur donc. Oui. Éleveur. Oui. Producteur de miel. Oui. Et également représentant des producteurs à la commission du marché de oui, voilà. Tout à fait. Il y a des collègues qui manquent à l'appel, il faut le dire, depuis ce matin et pas seulement aujourd'hui. C'est le cas depuis plusieurs jours. Racontez-nous. Oui, même au moins minimum un mois et demi, oui, effectivement. Des problèmes qui sont liés tout simplement à la hausse des carburants, qui fait qu'on a des producteurs qui sont au-delà de l'agglomération, qui ne peuvent plus venir parce que le chiffre d'affaires qu'ils vont faire sur le marché par rapport au coût carburant du déplacement ne vaut plus le coup. Voilà, Il y a l'exemple concret de Marie que vous pourriez nous raconter qui a carrément renoncé à venir le mercredi, elle. C'est exact, oui. Justement en lien à cause de la hausse des carburants. Les petits producteurs souffrent vraiment de la situation. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà, mais c'est juste que le problème s'accentue. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, Julien Donon. Il y a assez peu de producteurs au marché. C'est un non-sens aussi pour vous. Vous voulez nous dire un mot là-dessus? On sait qu'à La Rochelle, on est engagé dans la démarche territoire zéro carbone. De votre point de vue, il y a des choses à faire évoluer. Oui, il faut savoir qu'il y a 98% de ce que les gens de l'agglomération de La Rochelle consomment. 98% ne provient pas, n'est pas produit dans l'agglomération. Voilà. Et donc c'est un énorme problème. Voilà. C'est un gros paradoxe parce qu'on le sait. Les consommateurs, les visiteurs ici sur le marché cherchent à consommer local. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire pour justement améliorer, développer le nombre de producteurs, des petits producteurs qui permettront d'alimenter à terme les gens, surtout quand on est engagé dans une politique zéro carbone. Voilà. Merci en tout cas encore une fois d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes attendu à votre stand. Oui. On vous laisse y aller. Oui. Julien Donon, apiculteur, éleveur, producteur de miel avec nous sur France 3. On va repartir devant les halles maintenant du marché. Florent, je crois que vous êtes du côté des ostriculteurs. Ça tombe bien, j'aime bien les huîtres. Eh ben, je vais vous en réserver une douzaine si vous voulez bien. Effectivement, ici, on peut faire des dégustations d'huîtres sur place. C'est le côté sympa du marché. L'huître, c'est bien sûr le coquillage star de Nouvelle-Aquitaine. Elles sont cultivées à Arcachon, au Cap-Ferré, à Osgore, sur l'île de Ré et bien sûr à Marennes-Oléron. C'est le premier bassin européen. Lucie, bonjour. Alors vous vendez les huîtres d'une exploitation à Bourse-Franche-Chaput sur l'île d'Oléron et la crise elle a des conséquences sur les ventes. Oui, on a eu une baisse de 5% due à la crise. Après, voilà, nos clients restent quand même assez fidèles, donc c'est ça qui est bien, mais c'est sûr que il y a eu une petite augmentation au niveau des prix, surtout sur la fine de Clerc, qui est notre produit phare. Donc du coup, nous sommes passés à 7 € la douzaine, enfin à peu près le kilo, par rapport à 6 l'année dernière. Donc voilà, ça a eu des petites conséquences sur nous, mais voilà. On a quand même nos produits et notre clientèle qui est toujours fidèle chez nous. Ils font pas trop la tête quand même les clients? Non, ça va. Ils peuvent déguster chez nous, donc ils sont contents. Donc voilà, tout va bien. Merci beaucoup Lucie. Et nous allons maintenant à la rencontre de 3 nouveaux invités. Il y a alors de gauche à droite Geneviève Bougeois, vous êtes de Saint-Sandre, c'est dans l'agglomération de La Rochelle et vous êtes retraitée. Maryse Quentin, vous êtes secrétaire départementale pour la CGT retraitée. Et puis Daniel Leland, vous êtes de l'association de consommateurs UFC Que Choisir en Charente-Maritime. Alors d'abord, on est sur La Rochelle, c'est bien beau, mais c'est quand même finalement un luxe pour ceux qui ont peu de revenus. Par exemple, pour vous, Geneviève, c'est acheter au marché, c'est trop cher? Oui, mais bon, on est obligé quand même d'acheter quelques légumes. Bon, on a notre jardin, donc les légumes frais, on ne les achète pas, mais bon, il faut quand même aller acheter les fruits. Donc, ça devient un luxe. Vous, votre pension, c'est combien, Geneviève? 781 € par mois. Ça fait du coup une pension qui est assez faible. Vous sentez d'autant plus l'inflation aujourd'hui?
Ben oui, hein, quand on fait les courses, malheureusement, on en a moins dans le panier, mais il y en a autant sur la facture, hein, sur le ticket. Et sur quoi vous faites des sacrifices alors ? Bah, les sorties, on fait attention aussi à pas multiplier nos sorties en voiture, hein, de tout grouper, hein, de façon à diminuer le prix du passage à la pompe. Je vais vous demander de passer le micro à Maryse, donc pour la CGT des retraités en Charente-Maritime. Alors, le gouvernement a annoncé que les retraites seraient revalorisées de 4% cet été. Est-ce que ça vous satisfait ? Eh bien non, pas du tout. Il faut quand même préciser avant cette revalorisation que la perte des pouvoirs de retraités ont subi une perte de pouvoir d'achat de 7,9% sur les 10 dernières années, ce qui représente un mois de retraite par an. Donc avant la revalorisation, il faudra combler justement ce manque à gagner sur le salaire, pas le salaire, la retraite. Alors qu'est-ce que vous revendiquez, vous, à la CGT retraitée ? Ce qu'on revendique, c'est une indexation donc, des retraites sur les prix réels. Pour cela, nous avons engagé une consultation au niveau national qui a été déclinée au niveau départemental. Les premiers résultats sont sortis. C'est une perte de pouvoir d'achat énorme pour les retraités, y compris sur notre département, parce que nous avons une moyenne de retraite qui est bien inférieure à la moyenne nationale, qui est de 1 300 € au niveau national. Mais sur notre département, nous avons beaucoup de retraites agricoles, ce qui fait baisser la moyenne nationale. Alors on va chercher quelques solutions avec vous, Daniel, de l'UFC Que Choisir. Par exemple, sur quoi on peut faire des économies, et notamment l'énergie peut-être ? Oui, on peut faire des économies sur l'énergie, sur les assurances, sur les fournisseurs d'accès. Pour cela, il suffit d'aller sur les comparateurs, par exemple comme celui de Que Choisir, bien entendu. Vous avez un tas de comparateurs et ça vous permet de changer, de modifier, de prendre des offres plus intéressantes. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de changer. Est-ce que vous, les consommateurs, ils ont peur parfois ? Merci beaucoup. On a les huîtres qui sont servies. Les gens ont peur en fait de changer de fournisseur, par exemple, pour le gaz et l'électricité ? Voilà. Les gens ont peur de se voir couper l'électricité ou le gaz quand ils changent de fournisseur. Alors, ce n'est pas le cas. Hein. Voilà, donc ils peuvent changer quand ils veulent. Il n'y a pas besoin d'attendre un an. C'est en fonction du marché. Voilà. Et en général, on fait combien d'économies en changeant de fournisseur ? Ça peut être de l'ordre de 5, 6, 7% max. Voilà. Oui. C'est une belle économie. Ah oui, c'est une belle économie, oui, voilà. Alors nous, on met en garde les gens aussi à propos des économies d'énergie, hein, tout ce qui concerne le renouvelable, de faire attention aux arnaques. Et Dieu sait s'il y en a. Hein, je vais faire un peu de pub, mais pour les lecteurs de Sud-Ouest, il y a une quinzaine, il y avait un article où ils évoquaient un professionnel qui a été signalé, voilà, donc maintenant il y a un procès, enfin, etc. Donc il faut faire attention. Moi, je conseille aux gens d'aller voir la plateforme pour les énergies renouvelables de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Voilà. Qui évite justement les arnaques et qui vous met en relation avec des professionnels certifiés. Exactement, voilà. Surtout, ne tombez pas dans ce travers de répondre aux sollicitations au téléphone et par Internet. Voilà. Je vous remercie à tous les trois. Je vais vous laisser déguster les huîtres qui ont été gentiment amenées par Lucie. Gros plan maintenant sur une richesse de la Nouvelle-Aquitaine, la mer qui fait vivre plus de 2000 marins pêcheurs. Notre région abrite 12 ports de pêche. Le plus important, c'est la Cotinière sur l'île d'Oléron, suivi d'Arcachon. Et avec à peu près le même nombre de navires immatriculés, il y a La Rochelle et Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Alors nous allons sur place au Pays Basque avec Stéphanie Deschamps et Emmanuel Galerne. Le prix des carburants fragilise la profession et ce n'est pas le seul problème, loin de là. Quelques dorades et des bonites, la pêche du jour n'est pas vraiment miraculeuse pour ce petit bateau du port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Olivier Rospidé-Garay, lui, est revenu de mer il y a quelques heures. À bord de son chalut de fond, ils sont 3 équipiers, salariés à la part. Avec la flambée des prix du carburant, sortir pêcher devient beaucoup moins rentable. Le gasoil est dans les frais communs. Il ne faut pas que ça représente par rapport à la vente brute plus de 25% de la vente brute. Et là, actuellement, là, on vient de faire une sortie, on a fait 36 heures.
On a fait 3500 € de vente et on a, je crois, on a 1500 litres de gasoil à 80 centimes. Donc vous faites le compte, on n'est plus dans les clous, quoi. En 2 ans, le coût du carburant a été multiplié par 3. Les pêcheurs professionnels subissent aussi désormais une hausse du coût de l'énergie permettant de fabriquer la glace qui conserve les poissons, sans compter les prix du matériel de pêche qui s'envolent à la coopérative d'avitaillement, comme les encres de mouillage qu'il faut renouveler souvent. Les encres galvanisées ont pris une hausse de tarif de l'ordre de 40%. Les prix ont explosé par rapport aux augmentations des coûts des matières premières, de l'acier, des coûts de production, des coûts de logistique qui sont répercutés par les fournisseurs sur les pêcheurs et qui les subissent, étant donné qu'ils ne peuvent pas répercuter à leur tour ces prix sur le produit fini de la pêche, étant donné que le poisson est mis en marché à la criée. Le port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg compte une centaine de pêcheurs répartis sur 40 bateaux. Son avenir est en jeu. Cette situation nous inquiète fortement, d'autant plus que malgré les aides qui nous ont été octroyées pour compenser la hausse du carburant, cette aide reste extrêmement limitée et plafonnée. C'est 65 000 € sur 3 ans. Donc aujourd'hui, rien qu'avec le coût du gazole, pour certains navires, ça ne suffit pas à compenser 2 mois d'augmentation du gazole. La France a demandé à la Commission européenne un déplafonnement de ces aides à 400 000 €. Et nous suivons la trajectoire logique du poisson. Après la pêche, il y a la criée. Il y en a 5 en Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon et Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Et puis, dernière étape, bien sûr, c'est la vente aux consommateurs. Éric Morgan de France Bleu La Rochelle, vous êtes à l'intérieur des halles du marché et vous êtes avec un poissonnier. Absolument, c'est Olivier Leroux de l'Écaille d'Argent qui va nous accompagner. Il est aussi le représentant des poissonniers, c'est ça, du marché central de La Rochelle. Bonjour Olivier. Bonjour aux téléspectateurs. Représentant des poissonniers de La Rochelle, je ne pense pas être aussi important que ça, mais on se débrouille. Mais vous l'êtes en tout cas aujourd'hui pour nous à la télévision. Merci beaucoup. Alors, on entendait le sujet là auparavant, les pêcheurs qui ont du mal. Est-ce que ça se ressent ensuite sur les prix que vous pratiquez sur le marché? Alors effectivement, on est sur un marché où en fait l'offre rationne la demande et de plus en plus on ressent des prix qui sont en hausse et qui ne baissent pas. Notre métier était dans le temps les métiers d'opportunistes. Où des gros coups de pêche pouvaient faire baisser les prix. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne retrouve quasiment plus du tout sur l'année. Ouais. Si on regarde un petit peu les prix du moment, quelles espèces ont le plus augmenté L'espèce, je crois, phare du golfe, c'est la sole. Ouais. Une sole de 200-300 grammes. Ça coûte une blinde en ce moment, ouais. Une blinde, en parlant vulgairement, ouais, peut-être, mais oui, ça vaut forcément 5 ou 6 € les 100 grammes. Ouais. Je vais me tourner quelques secondes. Je vois qu'il y a des visiteurs ici au marché de La Rochelle. Vous venez, messieurs, bonjour, vos prénoms? Claude et Jean-Pierre. Vous venez régulièrement ici sur le marché de La Rochelle. Qu'est-ce que vous venez chercher comme poisson aujourd'hui? On vient chercher des appâts pour aller à la pêche. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Et vous? Pareil, des sardines. Et sinon, qu'est-ce que vous aimez déguster comme poisson là en ce moment? Ce qu'on pêche. Ouais. Et qu'est-ce que vous pêchez? Du maigre, du bar, ou rien. Oui, les poissons d'ici ou rien parfois malheureusement, ça arrive. C'est ça, c'est la bonne ambiance du marché de La Rochelle. Qu'est-ce qu'on a de bon à manger en ce moment et bon marché justement, Olivier Leroux? Alors localement, on est sur le maigre de grosse taille en fait, des poissons qui viennent sur la côte charentaise pour se reproduire et sont là en abondance. Une espèce assez féconde. On a les petits juvéniles et puis on a des poissons qui font 10 à 40 kilos. Ah, ça donne envie, Belle bête, ce maigre de ligne. On pourrait se tourner vers ces dames ici que je vais déranger 2 secondes. Bonjour mesdames. Oh là là, mais ça c'est la timidité. C'est en direct à la télévision sur votre chaîne préférée sur France 3. Qu'est-ce que vous venez chercher comme poisson bon marché? Moi je change, je varie, mais tout est bon aussi. Oui, parce que vous vous adaptez en cette période un peu on peut le dire de crise où les prix augmentent. Il faut trouver des solutions. Mais il y a toujours quelque chose. Puis de temps en temps, c'est un petit plaisir quand même. Ouais. Voilà, alors le petit plaisir aujourd'hui, dites-nous. Aujourd'hui j'avais envie de saumon peut-être. Oui. Et puis alors le maquereau, parce que j'adore le maquereau. J'ai vu qu'il en avait. Des petites sardines, parce que les petites sardines grillées c'est toujours bon aussi. Voilà, donc on se régale ici. Et il y a toujours si on veut mettre moins cher, on fera toujours notre bonheur. Et si on veut faire un petit plaisir, comme je vous disais, on y va. Puis voilà, de temps en temps. Impeccable. Et vous savez quoi? Vous achetez, vous cuisinez et après l'émission sur France 3, je m'invite chez vous. Merci beaucoup, madame. On poursuit cette émission toujours en direct sur France 3 avec d'autres invités. Je salue bien sûr Olivier Leroux qui nous a accompagnés de l'Écaille d'Argent. Et on l'a dit, il représente en
quelque sorte les poissonniers sous ces halles à La Rochelle. À mes côtés maintenant, pour nous accompagner pendant ce direct, un nouvel invité. Il faut juste que je retrouve ma petite fiche, ce sont les risques du direct. C'est Benjamin Gillard, c'est ça. Je suis désolé. Hein. Bonjour Benjamin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Sur France 3. Vous entendez tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, une réaction par rapport à cette hausse des prix. Quel est votre constat, vous, en tant que, je ne l'ai pas dit, poissonnier, écailleur, traiteur? C'est ça, et meilleur apprenti de France. Je pense qu'en ce moment, le poisson grimpe évidemment avec tout ce qui peut se passer au niveau géopolitique. Bien sûr, c'est un coût, mais il y a aussi un coût sur le fait que par rapport aux pêcheurs, le métier de la pêche n'intéresse peut-être moins. Ouais. Les pêcheurs, le nombre de bateaux en France baisse, du coup moins de pêcheurs, moins de pêche, du coup par logique la fluctuation, le prix du poisson augmente. Je pense que c'est un tout qui fait qu'au niveau des prix du poisson, il y a une augmentation. Alors vous regardez, je suppose, quand vous venez dans ce genre d'endroit, les étals du marché concernant les prix, qu'est-ce que ça vous inspire? Les espèces aussi, certains diront, on voit toujours les mêmes ici sur les marchés, non? Alors par rapport au prix, je trouve que les prix sont plutôt corrects, on est plutôt dans les prix du moment, pas plus cher, pas trop cher. Enfin, après, bien sûr, il faut que l'artisan, le commerçant gagne sa vie. Après, au niveau des espèces, on retrouve bien sûr les espèces de saison. Là, par exemple, on a des langoustines. On arrive dans la pleine saison, dans l'été. Mais on a aussi, par exemple, au niveau du poisson, on a le bar, par exemple, on a le maigre de saison. On a également des poissons peu connus comme le congre, le chinchard. Et vous voyez, justement, ces poissons-là aussi, l'arrêt. C'est des poissons qui sont peu connus, peu mangés. On les appelle aussi les sales gueules. Ouais. Et je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus sur les étals parce que non seulement c'est des poissons qui coûtent pas cher, donc au niveau des petites bourses, c'est plus accessible si je puis dire, mais c'est aussi des poissons très goûtus. Mais malheureusement, ils ne sont pas assez présentés. Je trouve ça dommage. Ça veut dire quoi concrètement, Benjamin Gillard? Ça veut dire qu'il faut changer les habitudes des consommateurs, les habitudes des poissonniers aussi? Je pense qu'il faut rééduquer aussi le palais des clients, du sens que, par exemple, les clients aiment beaucoup acheter le dos de cabillaud parce que c'est sans arrêt, c'est pratique pour les enfants. Mais je pense qu'un artisan peut proposer du poisson comme le chinchard, poisson pas cher, mais qui a beaucoup d'arêtes. Mais dans notre job de poissonnier, on peut les arrêter, on peut proposer des poissons prêts à manger. Et je pense qu'on doit se diriger surtout sur des poissons comme ça, poissons pas chers, poissons goûtus et poissons avec une finesse. Poissons d'ici. On pourrait les repasser encore une fois en revue. Il y a les coquillages aussi qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Là, on est dans la saison, par exemple. Bon, là, j'en vois pas. Là, on est sur les vannées. Bon, les vannées, ça va commencer. Justement, au niveau de La Rochelle, on a une richesse au niveau du pertuis, donc quelque chose d'exceptionnel. Mais on est aussi sur la saison du vernis, en pleine saison. J'en ai pas vu dans les halles. Je trouve ça dommage. Et c'est un coquillage qui est goûtu, qui est excellent, avec une finesse extraordinaire. Les vannées, les palourdes, les bigorneaux, les couteaux, bref, j'en passe et des meilleurs. Merci beaucoup, Benjamin Gillard, avec nous, poissonnier, écaillé, traiteur sur France 3. Donc, on était ravis de vous avoir avec nous. Florent, c'est à vous. Vous nous aidez donc à comprendre la situation. Vous aussi, vous êtes parti à la pêche, je crois, et vous avez pris dans vos filets un économiste. Oui, effectivement, c'est le professeur Ahmed Trita de l'université de Poitiers. Je me dirige vers lui et le temps de faire le chemin, je vous propose de revenir sur les prix qui ont le plus augmenté avec cette inflation qui dépasse désormais les 5%. Regardez. Un passage en caisse de plus en plus douloureux, notamment pour les produits alimentaires. Les plus fortes augmentations en un an, les pâtes plus 15%, les viandes surgelées plus 11%, les farines et les huiles plus 10%, la moutarde plus 9%. De quoi sérieusement inquiéter ces consommateurs. Bon, la viande, il faut bien quand même en manger un peu. Vous avez les pâtes, maintenant, ils sont très très chers, des pâtes. Les enfants, ils mangent des pâtes. Moi, je ne suis pas encore... ça va, mais les gens pour qui ça ne va pas, je trouve ça effroyable. Je cible les réductions qu'il y a dans les supermarchés, n'importe où, quoi, en fait. Les produits de marque résistent le mieux, plus 2% d'augmentation face aux marques de distributeurs, plus 3%, et surtout au premier prix, plus 6%. En cause, une succession de crises, la guerre en Ukraine, le Covid, la sécheresse de l'an dernier, le prix des carburants et aussi la spéculation sur le tournesol, par exemple. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne parle pas d'une augmentation de prix qui est liée à des tensions sur des stocks actuels. Pourquoi ? Parce que la récolte de tournesol
de 2021, elle est là, elle s'est bien passée, les produits sont disponibles. Non, on anticipe le fait qu'actuellement, les Ukrainiens et les Russes vont avoir beaucoup de difficultés à semer leurs produits et que ça va créer des tensions futures. L'INSEE table sur une inflation à plus de 5% le mois prochain. Allez, retour ici à La Rochelle et je suis avec Ahmed Trita, économiste du travail à l'Université de Poitiers. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va d'abord s'intéresser au salaire. Regardez ce chiffre. Les habitants de la Nouvelle-Aquitaine gagnent en moyenne 2200 € nets par mois et c'est moins que la moyenne nationale. Alors effectivement, il faut bien voir qu'une moyenne sur un territoire aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine est le plus vaste territoire de France, va refléter des réalités locales très, très différentes entre, par exemple, les zones littorales, la Gironde typiquement, où les salaires vont être plus élevés qu'elles sont au niveau national, ou la Creuse, à l'inverse, où les salaires sont beaucoup plus bas. Ou Villeneuve-sur-Lot, par exemple. Villeneuve-sur-Lot également. Il faut relativiser ce chiffre également du fait que le taux de pauvreté est plus faible en Nouvelle-Aquitaine qu'il ne l'est au niveau national. Et s'agissant du pouvoir d'achat, les plus pauvres, disons, de la population, ils sont plus sensibles. Alors pourtant, l'inflation est très ressentie, évidemment, ici en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Alors, l'inflation est ressentie en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Elle va être d'autant plus ressentie que le salaire moyen est bas. Et ceci se comprend assez aisément. Plus votre salaire est bas, plus la part contrainte de vos dépenses, dépenses d'alimentation, dépenses de transport, dépenses de loyer, ce que vous devez renouveler régulièrement et de façon hebdomadaire, voire quotidienne, pour le pain par exemple, va représenter une partie importante de votre revenu. Pour un smicard par exemple, les dépenses régulières vont représenter 80% de ses dépenses. Donc l'inflation va toucher 80% de son revenu. Pour une personne beaucoup plus riche, c'est beaucoup moins évidemment. Vous parlez aussi des dépenses de communication. Oui, alors les dépenses de communication, c'est un peu quelque chose d'assez surprenant parce que les coûts de communication ont diminué. Alors, diminué, tout le monde se souvient peut-être quand on avait un téléphone fixe et qu'on payait un abonnement par famille. Aujourd'hui, on a un abonnement pour chaque membre de la famille. On a multiplié en fait ces dépenses un peu récurrentes et autant de dépenses qu'il y a de membres de la famille. On peut penser aussi à Netflix, on peut penser à tout ce qui est loisirs également, qui sont beaucoup plus individualisés qu'ils ne l'étaient par le passé. Et c'est des petites dépenses qui s'additionnent. C'est des petites dépenses qui s'additionnent pour différents membres de la famille et qui font que ces postes-là qui occupent aujourd'hui ont un poids important dans le revenu des ménages. Elle augmente jusqu'à quand l'inflation ? Alors, l'inflation a deux aspects. Il y a une inflation qui, disons, importée, qui vient principalement de l'environnement géopolitique mondial, notamment des coûts de l'énergie et des coûts des matières premières. Ces éléments-là, en fait, avaient déjà débuté avant la crise actuelle, enfin la guerre actuelle en Ukraine. Il venait des difficultés d'approvisionnement qu'avait généré le Covid. Donc on ne le ressentait pas trop, cette inflation-là, parce qu'il y avait aussi un souhait de consommation des ménages qui sortaient des crises. Et donc il y avait vraiment une attente de consommation. Oui, justement, ça génère beaucoup de frustration. Donc, en fait. Après le Covid, on avait envie de consommer. Exactement. Donc en fait, il y a une espèce de désillusion où on avait épargné. Donc les Français ont des bas de laine, il y a un matelas sous le matelas qui était assez plein. Et est venu se heurter à ce souhait de consommation, une hausse considérable des prix et surtout une incertitude sur l'avenir. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? On en parle là, pendant cette campagne des législatives. Alors, il y a deux façons de voir les salaires. Donc les salaires sont qu'une partie des revenus. Il faut dire qu'une grande partie de la population française n'a pas de salaire. Les retraités, typiquement, n'ont pas de salaire. Les chômeurs également. Donc les prestations sociales sont une partie des revenus des ménages. Donc, il va y avoir des négociations salariales qui vont se faire patronat, syndicat de patronat, syndicat de travailleurs. Ce point de vue, il faut faire confiance à ces négociations parce que des augmentations généralisées sont dangereuses. Il y a des secteurs où les gains de productivité, il y a des pénuries d'emplois. Donc là, les travailleurs sont en pouvoir de négociation. On peut augmenter les salaires sans risque, mais dans d'autres, l'augmentation généralisée des salaires risque de peser sur l'emploi. Dernière question, il y a eu aussi la proposition qu'on a entendue de la part du gouvernement d'un chèque inflation de 150 € qui serait distribué aux plus modestes. Alors on ne sait pas encore tout à fait les dispositions. Est-ce que c'est une bonne mesure selon un économiste ? Alors c'est l'idée de donner un chèque, c'est-à-dire
directement de la liquidité aux ménages plutôt que de subventionner l'achat d'énergie ou l'achat ou 15 centimes sur le litre de diesel, ça c'est une bonne idée. Ce qui est une mauvaise idée, c'est plutôt de subventionner une consommation d'énergie alors même qu'on est dans des phases de transition énergétique. On veut plutôt pousser les consommateurs à modifier leur comportement. Voilà. Merci beaucoup Ahmed Trita, économiste à l'Université de Poitiers. Et nous allons maintenant poursuivre notre voyage dans les allées du marché de La Rochelle. Éric Morgan de France Bleu La Rochelle. On va parler maintenant de l'élevage. Oui, absolument. En tout cas, je peux vous dire que j'ai trop faim, moi, avec tous ces bons produits qui m'entourent aujourd'hui là sur France 3. Je suis exactement à la boucherie René, une des plus anciennes d'ailleurs, je crois, des Halles de La Rochelle. Philippe Printemps, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, approchez le micro. Boucher depuis très très longtemps ici, hein, sous les Halles de La Rochelle. Sous le marché, je suis à mon compte depuis 22 ans. Ouais. Et ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis là. Ouais, une belle aventure. La viande donc qui a le plus augmenté là chez vous dans ce contexte. Tout a augmenté un petit peu. Ouais. Tout a augmenté. Là, que ce soit le bœuf, l'agneau, le veau, tout a augmenté. Et même le porc. Ouais. Est-ce qu'on se dit parfois qu'on va renoncer à vendre tel ou tel produit parce que c'est devenu trop onéreux et que les passants, les clients n'achèteront pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des morceaux qu'on hésite. Hein. Lesquels concrètement? Les côtes de bœuf. Les côtes de bœuf, je me limite en côtes de bœuf. Ouais. On transforme ça par des pièces de viande entières à griller tout simplement. Ouais. Une bavette d'aloyau à griller entière, c'est aussi bon qu'une côte de bœuf. Voilà, moi je ne rachèterai pas de côtes supplémentaires pour faire ça. Quoi. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France. Quand le secteur est fragilisé, ça touche forcément beaucoup de monde. Tout le monde. Ouais. Tout le monde est touché, tout simplement. Tout le monde est touché. La filière viande, c'est quelque chose d'énorme. Et quand quelqu'un est touché, tout le monde subit. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors pour garder les clients, il faut trouver, si je puis dire, des combines. Lesquelles? Peut-être la livraison aussi, parfois, c'est une des solutions. La grosse combine, c'est les livraisons à domicile. Ça, j'en fais énormément. Mais les livraisons à domicile, c'est pas dû spécialement au coût de la viande. Ouais. C'est dû plutôt au centre-ville qui est inabordable. Le centre-ville. Inabordable, c'est-à-dire en termes de stationnement? Aujourd'hui, en stationnement, il n'y a plus rien pour stationner, pour approcher le centre-ville. C'est la croix et la manière. Et c'est pas que le rodateur, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de stationnement. Ouais. Ça vient ajouter des difficultés aux difficultés, on l'entend et c'est votre point de vue, on l'a entendu. Une très grosse difficulté. Philippe Printemps, vous restez avec nous, vous parliez de porc à l'instant tout à l'heure, là, ça tombe bien. Je vous propose moi de partir chez un éleveur de porc dans les Deux-Sèvres. Le cours des céréales augmente de jour en jour et désormais ce professionnel vend à perte. Explication avec Anne Guillet-Épée et Julien Delage. Dans cette maternité porcine, Martine Lemoin s'occupe des nouveau-nés. Plus de 500 porcelets par mois, accrochés à leur mère pendant au moins 4 semaines. Là, je stimule un peu la maman pour qu'elle donne bien son lait, comme c'est les premières heures de vie des porcelets pour qu'ils prennent l'habitude de téter. Nourris sans frais au lait maternel. Mais ensuite, l'engraissement commence avec les achats d'aliments à base de céréales dont les prix ne cessent de flamber. Là, on est sur l'aliment sevrage pour la nurserie. Un aliment qui, l'année dernière, nous coûtait 600 € la tonne et qui, aujourd'hui, est arrivé à 720 € la tonne. Pour amortir cette hausse, ils testent un nouveau système d'élevage. Mélanger les portées de porcelets afin qu'ils prennent plus de poids. Ils seront vendus plus cher. L'objectif, c'est de les sociabiliser entre eux de façon à ce qu'il y ait moins de bagarres, une meilleure croissance dans ce bâtiment pour un gain entre 1 et 3 kilos à la sortie de ce bâtiment. Plusieurs fois par jour, il surveille le prix des céréales sur son téléphone. Aujourd'hui, le blé a pris 10 €, le maïs 10 €, le colza 10 à 20 € tonne. Et quand l'éleveur fait le calcul des augmentations, aliments et charges, le verdict est sans appel. On voit en perte depuis, on a une perte économique de 10 à 12 000 € par mois. Il nous faut impérativement un renfort des aides de l'État pour pouvoir, mais des aides directes et pas des aides remboursables. Le prix de vente du porc a augmenté de 10 centimes au kilo la semaine dernière, mais il faudrait au moins le triple pour couvrir les frais de production. Voilà, retour
à La Rochelle. Alors comment les consommateurs réagissent par rapport à tout ce que vous pouvez entendre là sur France 3 depuis tout à l'heure? Je vais me tourner une nouvelle fois vers Philippe Printemps. Est-ce qu'ils changent leur façon de faire, les consommateurs, vos clients, quand ils viennent chez vous? Ah oui, bien sûr. Oui. Tout simplement, quand ils invitent, ils font attention. Et c'est normal, ils posent des questions. Ouais. Et c'est normal de poser des questions. Vous savez, quand vous avez une grande tablée pour le week-end, eh bien, mais il faut regarder, il faut questionner l'artisan qui sert. Merci Philippe Printemps. Boucher, la boucherie René, c'est écrit là. On vient vous voir bien sûr quand on passe sur le marché de La Rochelle. Sylvaine, bonjour Sylvaine. Bonjour. Alors Sylvaine, elle passe ici sous les halles de La Rochelle. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Alors moi je suis venue prendre, comme il va faire chaud demain, ils ont du bœuf cuit, du rôti de veau froid, et puis en prévision d'une plancha, des merguez, des saucisses. On parle beaucoup d'augmentation des prix là, dans cette émission. Est-ce que la viande pour vous c'est devenu un produit de luxe? Vous faites attention quand vous achetez? Disons que ici c'est que de la qualité. Donc on achète peut-être moins, tout petit peu moins, mais j'achète toujours ici. Acheter un petit peu moins, mais toujours acheter et des produits de qualité. Et quand c'est possible, des produits locaux, c'est encore mieux. Merci beaucoup Sylvaine pour ces quelques mots en direct là sur France 3. Nous repartons à l'extérieur des halles de La Rochelle. Florent, ça sent, j'ai l'impression, les Deux-Sèvres près de chez vous. Ouais, effectivement, regardez ces fromages. La Nouvelle-Aquitaine est la principale région productrice de lait et de fromage de chèvre de France. Et la moitié du cheptel régional se trouve dans les Deux-Sèvres. Alors ces fromages-là, ils sont produits par Laetitia Hérissé. Bonjour Laetitia, vous êtes à la Plaine d'Argenson. Oui. C'est dans le Marais Poitevin. Aux portes du Marais Poitevin, oui. Alors on a entendu les difficultés de l'élevage. Vous aviez des chèvres, mais vous vous êtes séparés du troupeau. Pourquoi ? Alors oui, nous, ça fait 17 ans qu'on a repris derrière nos parents et on a été obligé de se séparer du troupeau l'an dernier car pour des raisons de santé au niveau de la famille. Donc on a été obligé de choisir ou l'élevage ou la production. Et c'est plus intéressant la production ? Eh ben, c'est mon domaine, surtout la production. Donc, comme je suis toute seule maintenant au niveau de l'entreprise, je gère toute la production et les marchés. Est-ce que c'est un soulagement de ne plus avoir les chèvres quand on voit maintenant les prix de l'alimentation du bétail, par exemple? Alors non, c'est pas un soulagement parce qu'il a fallu qu'on se sépare du troupeau, donc c'est quand même très dur. Mais après, on est vraiment sur une qualité. Je travaille avec un petit producteur donc au niveau du lait. Et les fromages n'ont pas changé, donc non, ils sont toujours les mêmes. Et même si on a l'augmentation qui est là, on essaye de répercuter les prix sur nos produits. Vous, qu'est-ce qui pèse le plus pour votre exploitation quand on parle d'inflation ? Alors, quand on parle d'inflation, c'est donc nous, au niveau de l'exploitation, on a nos terres et je fabrique et je revends. Donc, c'est comme tout le monde, c'est le prix du carburant qui augmente. Donc là, on est comme tout le monde. Effectivement, ça, on l'a entendu beaucoup au cours de cette émission. Merci beaucoup Laetitia. Merci. Là, nous sommes donc dans le centre historique de La Rochelle et il y a un autre problème qui pèse très lourd dans le porte-monnaie, c'est le logement. Les locations, vous le savez, deviennent hors de prix et si vous voulez acheter, alors là, il va falloir compter ici dans le quartier du marché 5 500 € du mètre carré. Nous allons parler de ce phénomène avec 2 conseillers en immobilier et puis aussi des étudiants qui souffrent beaucoup de la situation. Mais d'abord, la ville championne des prix dans la région, c'est évidemment Bordeaux. Reportage et témoignage avec Thibaut Grouel et avec Olivier Prax. Bordeaux, un centre historique, une architecture classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une vraie carte postale. Derrière Montpellier, c'est la 2e métropole de France à attirer le plus d'habitants chaque année. Conséquence, les prix de l'immobilier explosent. Ils ont presque doublé entre 2010 et 2020. Sur le marché, la concurrence est de plus en plus féroce, à la location comme à l'achat. Gélis Immobilier, bonjour. Est-ce que votre nouveau travail commence lundi prochain? La journée commence bien pour Amandine Pastre. Cette agente immobilière vient de décrocher un bien extrêmement recherché. Là, tu as une chambre derrière. Ouais, il y a une chambre avec une fenêtre qui donne sur la cour intérieure et une salle d'eau. Prix de vente, 426 000 € pour un appartement de 69 mètres carrés avec 2 chambres
au cœur du quartier très prisé des Chartrons. La cible, une clientèle aisée. Je crois que sur Bordeaux, le français moyen primo-accédant ne peut pas acheter plus de 34 mètres carrés sur Bordeaux. Donc pour un couple, c'est voilà, 34 mètres carrés, on imagine que c'est quand on est encore étudiant, etc. À 35-40 ans, on aimerait avoir plus. Et c'est un peu la difficulté sur Bordeaux. C'est que les prix sont quand même élevés. Proximité des quais, petit commerce, vide quartier. Au Chartron, même à 6 000 € du mètre carré, la moindre vente est garantie. En quelques heures, 6 clients potentiels se sont positionnés pour visiter cette perle rare. Jérémy arrive tout juste de Paris. Là, il y a l'espace mezzanine qui n'est pas la chambre supplémentaire, hein, qui est un petit espace que vous pouvez utiliser soit pour un bureau, soit pour salon télé. Une fois sur place, c'est la déception. Il est pas mal, mais je le voyais plus grand en fait sur l'espace bas. Ils ont toujours du cachet, donc soit mansardé, soit en duplex avec la pierre, etc. C'est toujours sympa. Après, on recherche toujours, enfin moi en tout cas, je recherche une surface un peu plus grande pour pouvoir juste être mieux épanoui. Mais c'est l'équation voilà, entre les deux, le budget, la surface, l'emplacement qui est toujours un peu compliqué. Surtout à Bordeaux, c'est assez tendu. Donc... À près de 5 000 € le mètre carré en moyenne, Bordeaux est la 3e métropole la plus chère de France, derrière Paris et Lyon. Seule solution pour les foyers moins aisés, s'éloigner du centre-ville ou rechercher un logement social. Dans un café qui borde le marché de La Rochelle avec 2 conseillers en immobilier, Sidonie Lassandre, bonjour, et Frédéric Berchier. Merci d'être avec nous. Alors on l'a entendu, Bordeaux est inabordable pour le citoyen moyen. Et ben, c'est pareil pour La Rochelle, Sidonie ? Alors à La Rochelle, tout va dépendre du quartier où on souhaite se loger, mais effectivement dans le centre-ville, les prix peuvent monter jusqu'à 6 000 € du mètre carré, donc ça devient compliqué effectivement de se loger dans La Rochelle. Alors aujourd'hui, qui sont vos clients ? Alors, il y a encore beaucoup de Parisiens qui cherchent à acheter à La Rochelle, mais pas que. Les gens des grandes villes autres arrivent aussi en demande sur le secteur. Frédéric, c'est ce que vous constatez vous aussi ? Oui, effectivement. Alors, Parisien, c'est peut-être un peu... c'est peut-être global, c'est beaucoup de grandes villes. Jeunes retraités, beaucoup de jeunes retraités. Après, effectivement, on a... très peu de primo-accédants sur La Rochelle et sa première couronne. Ça, c'est un problème pour les populations locales, ce prix de l'immobilier. Vous, quand des gens du coin en fait, viennent chercher chez vous, ça doit être un peu compliqué. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Allez-y, Frédéric. Oui, effectivement, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour vous dire... on a un panier moyen de entre 500 et 600 000 € et on trouve pas grand-chose. On trouve pas grand-chose à trouver à nos acquéreurs. Alors après, on a un autre problème qui se pose, c'est la rareté. Du coup, par la rareté, on a des propriétaires un peu gourmands. Comme on trouve pas forcément de biens à 500 000 €, on pense que comme il est rare, il va en coûter 100 000 € de plus. Et c'est pas le cas. On a quand même des acquéreurs qui veulent pas acheter n'importe quoi non plus. Sidonie, dans la région, les prix sont évidemment très variables. Entre Limoges, Poitiers ou Bordeaux, les prix au mètre carré sont très très différents. Mais le point commun, en fait, c'est que ça a augmenté partout. Tout augmente, effectivement, puisque ça fait tache d'huile. Les prix augmentant à La Rochelle, la première couronne augmente aussi. Et les villes alentours subissent aussi une hausse des prix. Et donc... sur la Nouvelle-Aquitaine, évidemment, on va parler de la façade atlantique. C'est vraiment cette façade-là qui est la plus prisée ? C'est vrai que c'est une façade très attractive. Plus que la Côte d'Azur, on a l'impression ces dernières années. Donc forcément, les prix grimpent puisque les biens sont rares sur tout le littoral, en fait. Du côté de la location, c'est aussi une problématique importante, Sidonie ? Alors, la location, c'est peut-être même pire que le marché de l'achat parce qu'il y a très très peu de biens en location, on va dire, à l'année. Il y a pas mal de locations étudiantes qui sont aussi prises d'assaut et beaucoup de Airbnb sur le centre-ville de La Rochelle et les alentours. Et bien justement, on va en parler avec 2 étudiants qui sont étudiants en droit à La Rochelle. Il y a Mélissa Guillot, bonjour. Mélissa, et puis Azaria Gbodoussou. Bonjour. Vous êtes aussi étudiant en droit. Alors Azaria, comment ça s'est passé pour vous cette recherche de logement à La Rochelle ? Je dirais que c'était un peu plus compliqué pour moi. Parce que mes 2 premières années, je les ai faites sur Paris.
Et donc, une fois que j'ai trouvé une admission à La Rochelle en L3, ça m'a pris à peu près 1 mois et demi pour trouver un logement, parce que j'ai cherché généralement sur des sites. Tout ce que je trouvais, c'était très élevé comme prix. Et donc, j'ai demandé à l'université qui m'a fait passer par une recherche personnelle et tout. Donc, j'ai pu trouver un logement chez un habitant. Est-ce que ça vous a étonné? Oui, vraiment, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de difficultés pour trouver un logement, parce que pour moi, La Rochelle, c'était une petite ville. Bon, sans minimiser, mais voilà. Contrairement à Paris, c'est une petite ville, donc je me dis que normalement, on devrait trouver un logement facilement. Mais bon, ce n'était pas vraiment le cas. Mélissa, pour vous aussi, ça a été un peu le parcours du combattant, hein? Effectivement, de base, ça fait 2 ans que je suis sur La Rochelle. Et en fait, le plus gros problème que j'ai eu, c'est pour ma première recherche d'appartement. J'attendais mes résultats sur Parcoursup. Donc, j'ai cherché sur La Rochelle un peu au dernier moment. Et j'ai galéré pendant 2 mois avant de trouver un appartement. Et celui-là que j'ai eu cette année, j'ai pris littéralement 4 mois à l'avance pour trouver une perle pas trop chère. Et vous avez visité parfois des logements qui vous ont surpris, voire choqué? Oui, d'ailleurs ça devrait être un peu illégal. On a eu, parce que j'étais avec un compagnon à ce moment-là, et on a vu des logements où de mon 1m55 je ne pouvais pas me tenir debout sur une mezzanine, ou une colocation qui n'était pas une colocation mais qui avait une cuisine quand même en commun, ce genre de choses. Donc ça a été un peu compliqué. Sidonie, est-ce que ça vous étonne en fait, là, ce que vous entendez de la part des étudiants? Alors effectivement, les logements sont tellement rares que les gens sont tentés de louer un petit peu n'importe quoi. Après, il y a des agences qui malheureusement jouent pas le jeu des logements décents. Donc c'est malheureusement sur La Rochelle, ça arrive de trouver des logements comme ça. Frédéric, quand il y a cette pression, notamment des réservations touristiques, en fait, ça pénalise beaucoup les étudiants. En fait, hein, c'est bien ça le problème. Alors oui, ça pénalise les étudiants d'une part. Après, les étudiants arrivent en septembre, repartent en juin. Ça pénalise aussi des gens qui chercheraient un logement à l'année. Et là, pour le coup, on a un vrai problème. Enfin, c'est vraiment bouché parce que on avait alors le fameux logement étudiant et Airbnb ou courte durée l'été. Bon, bah ça a toujours un peu existé. Donc, on sait que voilà. Après, sur des gens qui cherchent un logement à l'année, maintenant, en fait, on a des logements en courte durée, même de 100, 120 mètres carrés. Et ils font quand même de la courte durée. Donc, pour trouver une location à l'année, du coup, en fait, en gros, on est renvoyé au mois de juin, quoi. Je suis un peu long, désolé. Alors, la précarité étudiante, hein, c'est accru évidemment avec la crise sanitaire. Nous allons en voir l'exemple à Limoges, où une association d'étudiants en santé prépare des paniers repas pour les plus modestes. Et les demandes ont triplé cette année. Le reportage de Jean-Marie Arnal et de Romain Spiquel. Des boîtes de conserve, des fruits, des légumes, des produits d'hygiène. Voilà ce que contiennent ces colis fournis tous les 15 jours à une soixantaine d'étudiants. Une aide non négligeable pour ces jeunes en situation financière parfois compliquée. C'est vraiment une grande aide sur tous les produits frais que propose Humanilime, qui sont des produits en plus de qualité, bio, que de base je ne pourrais pas me permettre d'avoir ce luxe, d'avoir du bio de moi-même. Pour des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens, ça aide énormément. En nourriture, j'essaye de faire des courses une fois toutes les 2 semaines, donc j'essaye de ne pas dépasser 60 € par mois. Pour les membres de l'association Humanilime, tous étudiants dans le secteur médical, venir en aide aux autres a renforcé leur conviction. Au début de l'année, on était à 20 commandes de panier repas, on est déjà à 60 environ toutes les 2 semaines. Donc c'est super important d'aider comme on peut les étudiants précaires. Même si ces colis sont gratuits, ils n'en coûtent pas moins une vingtaine d'euros chacun à l'association qui vit de subventions et d'aides diverses. Un budget annuel de 25 000 €, en grande partie consacré à l'achat des produits. Mélissa, vous en tant qu'étudiante, sur quoi vous faites des sacrifices en fait face à cette inflation? Cette année, ça a été beaucoup les sorties. Parce que j'ai eu de la chance cette année de ne pas avoir trop de problèmes au niveau de l'argent pour les courses et tout. Mais il y a vraiment eu des mois où c'était limite. Donc oui, plus trop voir ses amis ou les inviter chez soi parce que c'est plus facile que sortir en ville ou ce genre de choses. Donc voilà. Après la période du Covid, après cette période d'inflation, là, les temps sont quand même très durs pour les étudiants là.
Oui, beaucoup. En plus, La Rochelle, c'est une ville qui coûte assez cher et on s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance comparé à certaines personnes, mais ça a été très compliqué quelquefois. Azaria, vous, comment vous faites pour avoir de l'argent et pour avoir la possibilité de vivre à peu près décemment en tant qu'étudiant à La Rochelle? Alors, vivre décemment, c'est pas facile. Moi, quand je suis venu au début, j'avais déjà un travail et ça me permettait de payer le loyer. Sauf que crise Covid oblige et tout ce qui suit après, les prix ont augmenté, ce qui m'a obligé du coup à prendre un second travail pour pouvoir gérer le reste de mes dépenses et tout. Parce que c'est vrai que je dépense pas énormément aussi, mais oui, avec tout ce qui augmente, on est obligé de couper sur certaines choses, mais aussi d'essayer d'en avoir plus pour faire des économies. Donc on est obligé de prendre deux travailleurs plus. Et qu'est-ce que vous attendez des politiques? Là, on est en pleine élection législative. Est-ce que d'abord vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau de la politique? Oui, du coup, je fais un peu de droit, donc je suis obligé de suivre pas mal la politique. Alors, moi, je dirais pas vraiment que j'ai des attentes de la politique, parce que ça sera peut-être des promesses qui seront faites, mais est-ce qu'ils seront tenus? Voilà. Qu'est-ce qu'elles seront tenues? Je ne sais pas, donc je dirais pas, mais qui vraiment suivent la situation des étudiants, qui prennent en compte ces situations et essaient de les aider au mieux, et pas vraiment de coupure budgétaire au niveau des aides aux étudiants, quoi. Mélissa, vous aussi, vous suivez la campagne ou ça vous intéresse pas trop? Ça dépend, mais pareil, vu que je suis en droit, je suis un peu, mais je m'attends pas à grand chose, avec un peu l'espoir que la situation s'améliore pour nous autres, mais je suis pas devant ma télé à scruter les élections du moment. Sidonie, vous en tant que citoyenne, est-ce que vous avez suivi cette campagne? Est-ce qu'elle vous a intéressé? Alors oui, je suis, parce que je suis aussi élue locale à la mairie de Périgny, donc forcément je suis assez impliquée en politique. Donc oui, on suit de près la campagne électorale. Et vous pensez que là, il y a eu assez de campagnes justement pour intéresser les gens sur la préoccupation du pouvoir d'achat? C'est le thème de cette émission, Frédéric. Alors du coup, on est rendu à parler politique, ce que je maîtrise beaucoup moins. En tant que citoyen, est-ce que ça vous intéresse cette campagne? Alors, est-ce qu'elle m'intéresse? Oui, elle m'intéresse toujours. On s'efforce de s'y intéresser parce que si on veut que ça change, de toute façon, il va falloir faire les choses. Après, est-ce qu'elle intéresse vraiment tout le monde? Quand on a vu le nombre de non-votants au premier tour des législatives, je crois que les Français sont un peu désespérés. Je vais vous demander une réponse très très courte. Est-ce qu'il fait quand même bon vivre à La Rochelle malgré l'inflation? Bien sûr. Et ben voilà. Merci à tous les quatre d'avoir été nos invités. Alors voilà, on a terminé sur une note un peu plus positive. Merci à Christine et à Jeff de nous avoir reçus dans leur café. Merci aux commerçants et aux producteurs d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer comment ils vivent ou parfois comment ils survivent dans un contexte inflationniste. Et je vais rejoindre Eric Morgan de France Bleu La Rochelle. Merci à Eric. On a entendu beaucoup de choses au cours de cette émission, notamment aussi des solutions quand même. Et ça, c'est important. Les politiques ont un grand rôle à jouer. Et je vous rappelle que le second tour des élections législatives, c'est dimanche. Un grand merci également à toutes les équipes de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez d'ores et déjà revoir cette émission sur notre site internet. Bonne fin de journée sur France 3.